à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live, nouveau thème, pas de présentation d'œuvres cette fois, comme la dernière fois, on va essayer de varier un petit peu, et j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter en termes d'œuvres pas trop connues, mais on essaie de varier les thèmes. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un thème que je trouve assez intéressant. En fait on va analyser trois mangaka qui sont connus pour une ou plusieurs œuvres, et qui n'arrivent pas en fait à retrouver le succès. Alors le titre de la vidéo, je sais pas encore ce que ça va être parce que c'est compliqué à définir en une seule phrase courte. Là par exemple, mon support, il s'appelle les 3 mangaka dans le monde de leur succès. Là le live, je l'ai appelé 3 mangaka connus à la recherche d'un nouveau succès. Je trouve ça un peu mieux comme titre quand même. Je pense que ce sera celui-là. Et peut-être que sur YouTube ce sera encore un autre, donc à voir. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez le lien sur mon Twitter. Il y a déjà la rediff du dernier live avec 3 présentations de manga. N'hésitez pas, toutes les rediffs arriveront dessus. Elles seront un peu montées pour rendre ça un peu plus fluide. Et on va pouvoir commencer du coup 3 mangaka connus qui essayent de renouer avec le succès passé. Alors on va aller crescendo. Le premier c'est le moins grave. Pour des raisons évidentes que vous verrez très vite. Mangaka c'est Ryuhei Tamura, auteur de Belzebub. Donc mangaka assez connu, hein. Belzebub c'est un gros monument des années 2010 quand même. Énorme succès au Japon, gros succès à l'international quand même je pense. Si vous n'avez pas lu Belzebub, je vous le conseille vraiment, c'est de l'humour et de l'action en balle, c'est très bien fichu, c'est très drôle, très réussi. Mais c'est pas Belzebub qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bonhomme derrière, donc Ryuhei Tamura. Donc il commence les mangas aux alentours de 2007 en tant qu'assistant de Toshiaki Iwashiro. Alors là c'est un petit foreshadowing que je place du manga Psyren. Alors Psyren on va pas en parler aujourd'hui, mais ça c'est un manga qui peut très très vite arriver dans les formats présentation de manga méconnus. Excellent manga Psyren. Et du coup il a été assistant dessus pendant 2 ans. Et après il a lancé sa série phare du coup Belzebub en 2009. Dans le célèbre Weekly Shonen Jump. Aujourd'hui, on va parler que de mangaka qui ont travaillé dans le Shonen Jump, parce que c'est le plus évident en fait. C'est le magazine qui est le plus sélectif, donc c'est le plus facile de faire des échecs commerciaux dedans, entre guillemets, parce que ils font un certain standing de vente et de classement. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est plus simple au piocher. Après, je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres magazines. Mais en tout cas, là, on va parler surtout Weekly Shonen Jump. Belzebub donc commence en 2009, gros succès, 28 tomes, quelques millions de copies en circulation au Japon. Ça tient jusqu'à 2014. En 2014, évidemment, le mangaka, il n'a pas terminé son travail, hein, il veut continuer à écrire des œuvres. Et donc en 2016, il lance un nouveau manga, Hungry Mary, qui bide totalement, ça prend pas du tout au Japon. 4 tomes, hop, ciao, c'est annulé. Un peu rude. En vrai, le manga était pas si mauvais, mais on va en reparler plus tard. Mais échec, donc ça va pas. Donc il passe quelques années, il réfléchit à un nouveau plot, qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux et tout. Il arrive, nouveau manga, Hard-Boiled Cop and Dolphin. C'est un bide. En vrai, ça s'est pas si mal vendu que ça, mais le roster du Jump à ce moment-là était vraiment très solide. Donc c'était un peu dur de le faire survivre dans le magazine. Par exemple, si on le lançait maintenant, je pense que les ventes seraient suffisantes pour le faire survivre. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Que 2020, c'était l'époque où il y avait The Promised Neverland, il y avait IQ, il y avait Demon Slayer, My Hero Academia n'était pas encore fini non plus. Jujutsu Kaisen commençait. Ça vendait des centaines de milliers d'unités à chaque tome en balle. C'était violent. Après, il y a des mangas moins populaires qui arrivaient à survivre quand même, mais c'était beaucoup plus rare. Et du coup, c'était pas suffisant pour l'époque. On va se pencher un peu plus en détail sur ces échecs et voir comment ils sont arrivés là. Mais du coup, petit bide, 5 tomes, ça dégage, puis dans le Shonen Jump. À savoir que du coup, il a lancé une nouvelle œuvre qui s'appelle Cosmos, mais dont on va reparler à la fin de cet aparté sur lui. Parce que du coup, on verra que c'est très différent pour Cosmos. Donc comment expliquer ces échecs? Alors, dans un premier temps, on est dans un magazine shonen. Donc on est orienté plus pour les
les jeunes adolescents masculins. Ça ne veut pas dire que les filles n'ont pas le droit de lire, ça veut dire que c'est orienté. C'est-à-dire que le public cible est un jeune homme de sexe masculin. Du coup, pour s'identifier, les jeunes hommes de sexe masculin, ils ont des personnages principaux majoritairement masculins dans le Weekly Shonen Jump. Encore une fois, je dis pas que c'est impossible d'avoir des protagonistes féminins. Regardez Jolene dans Stone Ocean, regardez Emma dans The Promised Neverland, ça arrive. Mais c'est plus difficile de s'identifier, surtout quand le side caractère du coup masculin n'est pas très intéressant. Hungry Mary, c'est un peu le cas. Le personnage masculin d'Hungry Mary, c'est le side caractère, donc le personnage principal c'est Mary, là qu'on voit sur la cover. Mais le side caractère masculin est franchement tiède. Il n'y a pas grand chose qui se dégage de lui. Le seul intérêt du manga, c'est Mary en termes de personnage, en tout cas dans les premiers chapitres. Et on sait que les premiers chapitres, c'est le plus important pour faire vivre son œuvre. Ensuite, roster du Jump trop fort. Donc comme Badass Cop and Dolphin, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'Hungry Mary, il arrive dans une époque où pareil, il y avait IQ, il y avait My Hero Academia, et il y avait encore des gros noms à ce moment-là. C'est dur de se faire une place. Et c'est dur de se faire une place dans un roster pareil quand t'es pas un mangaka hyper accompli. T'as fait un gros succès, mais il a duré 28 tomes, tu vois, il a duré 4-5 ans. C'est pas assez pour créer une legacy. Donc c'est difficile d'appâter les gens avec ça. Et après, le plot de base était moins attirant, faut le dire. Moi, du coup, pour préparer cette émission, j'ai relu un petit peu ces deux œuvres. C'est vrai que le début est un peu... Alors, il y a des trucs cool, il y a des dessins qui sont toujours bons, mais l'histoire en elle-même est pas du tout passionnante. Du coup, Hungry Mary, 4 tomes, ça dégage. Mais du coup, comment expliquer l'échec de Badass Cop and Dolphin? Alors, Badass Cop and Dolphin, si vous n'avez pas lu, il faut savoir que le principe est très étrange, parce que le personnage principal, certes, c'est celui que l'on voit sur la cover du tome, là, mais l'autre personnage principal, c'est littéralement un dauphin humanoïde, en costard. Genre habillé comme un flic là, avec la chemise, la cravate et tout. C'est bizarre. C'est bizarre, surtout dans une ère en fait du Shonen Jump où les mangas comiques étaient un peu au stop. Il n'y avait plus trop de mangas comiques, ça marchait plus des masses. En tout cas, full comique. Et du coup, le décalage marchait pas trop. Je pense que les gens cherchaient plus de l'action que de l'humour à ce moment-là. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit que le principe était trop bizarre. Et justement, quand je vous parle d'humour, trop partagé entre action et humour, on n'arrivait pas trop à identifier ce que c'était comme manga. C'était un peu bizarre. Ça voulait faire trop de choses en même temps, parce que l'histoire qu'il introduit est prévue un peu trop sur le long terme. Il a mis en place des choses dès les premiers chapitres, en se disant que son manga allait continuer. Malheureusement, ça n'a pas été trop le cas. Et du coup, ça fait que au final, il n'y a qu'un seul arc final qui est sympa et que le reste est un peu oubliable. Donc voilà, donc on a un peu expliqué ces deux échecs, mais du coup, comment faire pour rebondir après ça? Donc les solutions, ce serait déjà de changer de maison mère, parce que là, le problème du Weekly Shonen Jump à ce moment-là, c'était que le roster était trop fort. C'était trop dur de se faire une place, et donc au lieu de publier chez Shueisha, qui est donc la maison mère du Weekly Shonen Jump avec One Piece, etc., ils pouvaient aller voir chez des concurrents qui placent les standings un peu moins haut. En tout cas, qui auraient été des standings suffisants pour qu'ils survivent. Par exemple, le Weekly Shonen Magazine chez Kodansha, où actuellement il y a Blue Lock, il y a Gachi Akuta, ce genre de choses. Il y a des mangas qui se vendent correctement, mais sans plus, et qui arrivent largement à survivre plusieurs dizaines de tomes. Donc ça peut être une solution. Ensuite, il faudra peut-être qu'ils créent une histoire à thème plus mature. Parce que, certes, l'humour est l'un de ses points forts, dans Belzebub, c'est un des points forts du manga très largement, combat et humour parfaitement entremêlés. Mais je pense que les fans de son manga, maintenant, vu que ça fait plus de 10 ans qu'il est terminé, ils ont mûri. Ils veulent des histoires un peu plus sérieuses, un peu plus matures, qui ont des thèmes un peu plus parlants dans leur vie de tous les jours. Tout en continuant à s'évader, à avoir de l'humour. Ce que je dis juste après, garder l'humour décalé avec un thème moins en décalage. C'était un peu le problème qu'il y avait avec Badass Cop and Dolphin, c'était que le personnage principal, c'était un dauphin. Déjà, tu peux pas trop t'identifier à un dauphin, c'est un peu bizarre. Et c'est très très décalé. Mais c'est le problème en fait de se faire publier dans le Weekly Shonen Jump, c'est qu'en général, t'as que 3 tomes pour te faire un avis.
Et si t'arrives pas à te faire, déjà même dès le premier tome, hein, si t'arrives pas à te faire une place, bah tu dégages, hein, c'est le problème. C'est pour ça que c'est pas étonnant que toi-même, si ça t'a pas trop accroché, que t'aies lu que 3 tomes, c'est pas extrêmement étonnant. Garder l'humour, avoir des thèmes un peu plus matures, essayer de changer d'endroit, et surtout, avoir un personnage principal intéressant dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire avoir un personnage principal qui a un bon chara design, tu vois, qui est pas un dauphin, littéralement, et qui est intéressant, en fait, qui, contrairement à une Grimari, en fait, qui est pas fade, qui a des choses à raconter, et qui a des choses à vivre surtout. Donc voilà, donc ça, ce seraient les solutions possibles. Et on va voir du coup que c'était Ryo Itemura, c'est le moins grave du lot, hein, en termes de cas. Parce qu'aujourd'hui, Ryo Itemura, il dessine Cosmos. Alors Cosmos, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un seinen. Déjà, ça change des shonen. Globalement, moi j'ai lu le début, il faudrait que je reprenne d'ailleurs, je sais pas si les scans ont avancé depuis. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'un gars qui arrive à déceler les mensonges chez les gens. Il va se faire alpaguer par la personne que vous voyez là sur la couverture, qui fait partie d'une agence extraterrestre qui en fait régule les cas dans le monde un peu comme ça, étrange. Et donc bah, en fait c'est de l'enquête et du surnaturel comme ça. Mais du coup, le résumé fait un peu simpliste aussi. Mais pourtant, c'est pas un seinen pour rien parce que les thèmes sont beaucoup plus sérieux que dans ses anciens mangas. Et les personnages sont vraiment bien développés. Toutes les enquêtes aboutissent à quelque chose de sympa et de différent entre elles. Franchement, j'ai été très surpris moi en lisant, c'était vraiment pas du tout comme ses anciens travaux. Ça sent que le mec s'est remis un peu en question. Faut aussi savoir que du coup, Cosmos, c'est un manga qui est publié chez Shogakukan, donc concurrent de Shueisha. Donc comme je le disais, peut-être faire sa place chez un concurrent, c'était ce qu'il fallait, et apparemment c'est ce qui arrive à fonctionner. Et ça fonctionne suffisamment parce que bah, actuellement, le manga, pour 6 volumes sortis au Japon, il a 550 000 copies en circulation. Et environ à chaque nouvelle sortie de tome, il fait entre 20 000 et 30 000 unités vendues. Ce qui dans le Weekly Shonen Jump déjà serait largement suffisant actuellement pour réussir à survivre. Mais dans d'autres maisons, c'est absolument excellent. Dans tous les top Oricon, tu retrouves le tome vers les top 30, à peu près top 30 tomes en 20. Mais du coup, pas de retour en arrière possible si tu changes de magazine. Tu peux retourner en arrière sur des nouvelles œuvres. Il n'y a pas de problème. En tout cas, sur Cosmos, ce sera forcément jamais chez Shueisha. Après, ça dépend comment les deals sont négociés aussi. Il y a des auteurs qui signent des deals sur plusieurs années avec des mêmes maisons mères. Moi, après, je sais pas comment il a réussi son coup, là, Ryo Itemura, pour Cosmos. Mais s'il finit Cosmos et qu'il sort un nouveau manga, il n'y a rien qui l'empêche de retourner chez Shueisha. Donc je pense pas qu'il y ait de clause. À part si dans le contrat qu'ils ont signé, il y en a une, mais ça, on peut pas le savoir. En tout cas, en principe, il y en a pas. Mais du coup, c'est une happy ending pour cet auteur. Parce que bah, il arrive à faire un succès, et la vie roule plutôt bien pour lui, donc c'est plutôt cool. On va voir que c'est pas la même chose pour les deux prochains. Alors ça pourrait, mais c'est des cas différents. Le prochain dont on va parler, c'est très différent parce que c'est Mitsutoshi Shimabukuro, l'auteur de Toriko. Controversé, hein, évidemment, on va en parler, de pourquoi il n'arrive pas à renouer avec le succès. Mais du coup, lui, il commence sa carrière en 96. Il fait une série qui marche plutôt bien là-bas, c'est Kimatsu Leader Den Takeshi, qui sera publiée de 87 à 2002 dans le Jump, mais qui va être stoppé prématurément, on va en reparler. Mais il est surtout connu pour sa nouvelle œuvre Toriko, qui sort du coup en 2008 chez nous, qui va continuer plusieurs années. Pour faire un petit peu un état des lieux, donc 97, on a ce manga qui continue, et en 2002, drame, la série est arrêtée et l'auteur est cancel pendant plusieurs années. Mais en 2008, il arrive à reprendre Toriko jusqu'en 2016, et après 2016, il enchaîne les petits one-shots qui prennent pas des masses. 2017, c'est un peu une année de one-shot un peu creuse, ça apporte pas grand-chose. Et en 2020, il lance Build King, qui est un flop. Qui est un flop en 3 tomes, ça dégage. Mais du coup, pourquoi cet auteur il n'arrive pas à revenir? Alors il faut savoir que cet auteur du coup en 2002 il s'est fait arrêter par la police japonaise, donc condamnation, après avoir payé une mineure en échange de relations sexuelles. Donc voilà, pas terrible. Donc il a été cancel avant Toriko, c'est ça que les gens savent pas. Hein.
C'est-à-dire que ça date d'avant Toriko, ces histoires. En 2002. Résultat des courses. Peine avec sursis de 2 ans. Série annulée. Alors que, de ce que j'ai vu, la série était plus ou moins sur sa fin, mais il a dû la cancel direct. Amende, j'ai pas trouvé le montant. Et le Japon en a fait un exemple médiatique. Il a réussi à faire un gros succès après, ouais. Mais on va voir pourquoi il n'y arrive plus maintenant, parce que c'est un peu intéressant. Mais avant, je voudrais faire une petite parenthèse sur pourquoi il a été condamné et comment ça se fait que ce soit que lui qui était condamné. Petite rétrospective sur le Japon des années 2000. Parce qu'à l'époque, ce truc-là infantile, pour rester Twitch according, c'est pas toléré, mais c'est pas interdit. Enfin, le gouvernement, il fait un peu zone grise. Il fait rien, tu vois. Il est un peu passif. Sauf qu'il y a un truc qui va changer ça. Parce qu'en 2001, Tokyo, ils se font refuser les Jeux Olympiques. Ils déposent un dossier pour les prochains Jeux Olympiques. Ils se font refuser. En partie parce qu'il y a des lois comme ça qui sont bizarres. Et qu'il y a des zones grises comme celle-ci. Donc clairement, le comité olympique, il dit que c'est bizarre. Il faut pas ça. Du coup, le Japon, pour pallier à ça, pour pouvoir postuler pour les prochaines années, ils vont appliquer de nombreuses lois pour changer cet aspect de la société. Et donc, le meilleur exemple pour faire ça, c'est de chercher un cas médiatique pour communiquer ce changement. C'est-à-dire que s'ils arrivent à prendre la main dans le sac d'un mec connu qui fait ça, et ils pourront faire comprendre à tout le monde que non, c'est plus toléré du tout, on n'est plus du tout là-dedans. Ce qui est arrivé à l'auteur de Toriko. Donc. Toriko, il se fait choper en 2002, donc ça fait exemple médiatique parfait en fait. Que l'auteur il a été pris, mangaka connu, style un peu étrange. Donc exemple médiatique, il se fait cancel sa série et tout. Mais le problème c'est que ce n'est pas le seul à être dans ce cas-là. Parce qu'il y a eu des cas similaires. Il n'y a pas que l'auteur de Toriko qui est bizarre à ce niveau-là. On a notamment Nobuhiro Watsuki, qui s'est fait prendre en flagrant délit de possession de DVD pas cool pour les enfants. Donc ça c'était en 2017. Et pourtant, ce mec, Nobuhiro Watsuki, actuellement il a la suite de Kenshin qui est publiée dans un magazine de Shueisha aussi. Et donc la série a été cancel genre quelques mois. Et après, elle a repris comme si de rien n'était. En mode c'était pas très grave. C'est un peu la honte. Mais en cas encore plus grave, on a récemment Tatsuya Matsuki, qui est donc le scénariste de Actage, qui est donc été arrêté pour agression sexuelle sur 3 lycéennes en 2020. Ce qui a signé donc la fin prématurée de Actage, et qui a donc mis la dessinatrice qui n'avait rien à voir là-dedans à la rue. Enfin, sans boulot du coup. C'est triste, et c'est pas les seuls cas dans l'industrie, c'est les cas les plus populaires. Mais malheureusement, c'est un mal qui est un peu ancré dans la société. Mais du coup, pour en revenir à l'auteur de Toriko, pourquoi ça n'arrive plus à prendre ? Et moi je pense que ça n'arrive plus à prendre parce que déjà le style de dessin est un peu atypique. Et aussi depuis 2002, les réseaux sociaux ont pris une ampleur beaucoup plus importante qu'à l'époque. Et quand ces casseroles sont réapparues, les gens ont commencé à entendre beaucoup plus parler de cette histoire. Et du coup, le bouche à oreille a fait qu'une nouvelle vague de personnes au courant ont arrêté de lire le mangaka. C'est-à-dire que de 2002 à 2008, il s'est fait discret. En 2008, il arrive à revenir, parce que les réseaux sociaux, c'est pas encore assez gros, les gens se rappellent plus trop de cette histoire, je pense. Et du coup, ils arrivent à passer outre, sachant qu'en plus, Toriko, c'était vraiment un bon manga. C'est très efficace dès le début et tout, donc les gens sont un peu en mode, on peut laisser passer, parce que le manga est cool. Et la majorité avait oublié. Donc je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à survivre. Mais du coup, aujourd'hui, il n'y arrive plus du tout. Parce que, maintenant, à chaque fois qu'on entend parler du retour de l'auteur, y a la casserole qui revient partout sur Internet et du coup, tout le monde le cancel plus ou moins. C'est difficile pour lui de revenir. Donc aujourd'hui, à savoir que du coup, là, dimanche dernier, cette semaine même, dans le Weekly Shonen Jump de cette semaine, il est revenu avec un nouveau one-shot qui s'appelle Baka Battle. Je vous laisse admirer le visuel, c'est toujours moche. Et voir sur quoi ça déboulera. Bull King, quand il s'est fait publier, c'était un one-shot avant qui avait eu un petit succès, donc c'est pour ça qu'il a été publié, mais du coup, après, il a été cancel. À voir où va mener ce one-shot, à voir où va mener sa carrière. Voilà, petit aparté.
Mais c'était le deuxième mangaka du jour, Shimabukuro. Et maintenant, on va passer sur le cas le plus lunaire, selon moi, du fait qu'il n'ait pas réussi à marcher, mais en même temps, on va voir que c'était pas si impossible que ça. C'est Masashi Kishimoto, le mangaka de Naruto. Pas besoin de le présenter particulièrement, je pense. Le mec commence Naruto en 99, il le finit en 2014, 72 tomes, la légende, membre du Big Three, l'un des mangas les plus vendus de tous les temps, ça a bercé l'enfance de toute la génération actuelle dont je fais partie, exceptionnel. Mais du coup, après Naruto, ça a un peu plus de mal. Parce qu'après Naruto, ça met un peu de temps à revenir. Bon, pas de problème en soi, parce que Naruto, ça a assez fonctionné pour qu'il revienne pas en soi, il n'y a pas de problème. Mais il essaie quand même de revenir en 2019 avec Samurai 8, la légende de Hachimaru. Mais c'est un retour un peu particulier. Alors pourquoi c'est un retour un peu particulier Déjà, Samurai 8, c'est Kishimoto seulement au scénario. Les dessins ne sont pas ceux de Kishimoto. Donc les fans de Naruto qui attendaient le retour de leur auteur sont un peu déçus. Ils sont là, bah c'est pas le même mec qui dessine, donc ça me donne pas envie de soutenir particulièrement. Ensuite, le second problème de ce manga, selon moi, c'est que c'est trop complexe au début. Genre ça se sent que l'auteur il voulait refaire un Naruto bis. Il a incrusté plein d'éléments de lore, plein d'éléments d'histoire différents. Il y avait les chapitres, ils étaient interminables à lire. Il y avait beaucoup de dialogues, c'était un peu indigeste parfois. C'était dur de retenir aussi les informations qu'on a vues dans le dernier chapitre jusqu'au chapitre suivant. C'était compliqué à ce niveau-là, moi je trouve. Beaucoup trop d'informations condensées. Et selon moi, encore une fois, là ça n'engage que moi, je trouve que le personnage principal était très peu intéressant à notre époque. C'est-à-dire que, à l'époque de Naruto, faire un petit jeune un peu blasé comme Naruto, tu vois, qui a rien pour lui au début et qui arrive à grimper les échelons petit à petit, ça marche. C'était pas encore trop démocratisé. Mais aujourd'hui, on n'en peut plus, quoi. Genre, faut se renouveler. Le personnage principal, à part j'étais handicapé, je suis plus handicapé, je vais sauver le monde, moi, il m'a pas particulièrement fait quelque chose, quoi, à lire. Il était pas particulièrement intéressant. Pour moi, c'est les trois trucs principaux qui ont fait que Samurai 8, ça a pas marché. Kishimoto seulement au scénario, donc des fans déçus. Histoire trop complète, donc les fans déçus, ils lisent, ils ont pas envie de continuer. Et personnage principal peu attirant, donc les gens arrivent pas à s'attacher à lui et donc continuent pas. Donc voilà, Samurai 8, ça a pas marché, et donc ça s'est fait cancel en 5 volumes. Ce qui est en vrai un peu malhonnête. Parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Le manga, ça a beau être Kishimoto sur le nom, ça se vendait pas si mal que ça. Ça a écoulé entre 10 et 20 000 copies sur les tomes. Aujourd'hui, ça survit banal dans le Jump, avec le roster actuel. Mais encore une fois, il est sorti en 2019. On a vu tout à l'heure avec l'auteur de Belzebub que 2019, c'est une très très grosse année. Donc difficile de se faire une place. Donc en tout cas, ça a échoué. Et donc aujourd'hui, Kishimoto, qu'est-ce qu'il fait? Et bah il reste un petit peu sur ses succès passés. C'est-à-dire que, à partir du tome 14 de Boruto, il remplace le scénariste. Alors moi je lis pas Boruto, j'ai juste vu les échos des gens quand ils en parlaient. Mais de ce que j'ai compris, c'était pas spécialement nécessaire. Après je sais que, du coup depuis son retour, c'est devenu, à ce qui paraît, très cool quand même. Mais il me semble pas que c'était mauvais avant, de ce que j'ai compris. Donc est-ce qu'il l'a remplacé parce qu'il était vraiment pas satisfait du scénariste, il préférait reprendre son bébé à lui? Ou est-ce qu'il l'a repris parce que Boruto c'est un succès, ça peut lui permettre de se mettre encore plus à l'abri? C'est une question qui se pose. On peut voir aussi qu'il continue de sortir du contenu sur Naruto au lieu de faire des nouvelles choses. Par exemple, il y a quelques années, il a sorti un chapitre spécial sur Minato. En 2024, il est venu en France et pendant une conférence, il a teasé un nouveau projet. Mais on n'a pas de nouvelles depuis. Il a dit qu'il aimerait bien refaire un manga, mais on n'a pas de nouvelles depuis. Donc c'est une affaire à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a également dit
que en fait l'auteur il voulait juste passer du temps avec sa famille maintenant. Excuse valable. Franchement, passe du temps avec ta famille, mon ref, tu les as pas vus pendant 15-20 ans avec Naruto, profite. Même si t'es au scénario de Boruto, je pense pas que ça te prenne assez de temps pour pas l'avoir, ça fait plaisir. Donc peut-être un nouveau manga un jour, on ne sait pas. Mais en attendant, il continue à être le scénariste de Boruto, qui est sur sa seconde partie, et qui a priori est toujours sympa à suivre. Donc voilà, c'était tout pour cette petite review analyse de 3 mangaka qui ont fait des succès mais qui n'arrivent plus à renouer avec les succès passés. J'espère que le thème vous a plu. Moi en tout cas, je trouve que c'est un thème assez intéressant. Et analyser un petit peu les cas, surtout. Parce que dire qu'il a échoué, c'est cool, mais comprendre pourquoi il a échoué, je pense que c'est surtout ça qui vaut le coup. Voilà, je vous dis à la prochaine tout le monde. Et portez-vous bien. Tchuss.